Bonjour et bienvenue Adrien Clouet. Bonjour, merci. On va revenir évidemment après cet accord annoncé par Donald Trump entre l'Iran et Washington qui sera signé officiellement vendredi. Évidemment, ce qu'on attend nous, c'est que les prix à la pompe baissent. Écoutez, à ce sujet, Michel-Édouard Leclerc, qui est le président du comité stratégique des centres Leclerc, qui était l'invité d'Europe 1 ce matin. Écoutez-le. Il y aura une baisse des carburants au rythme de la libération des 1200 pétroliers qui sont dans le Golfe Persique et qui devront repasser par le détroit d'Ormuz. Il y a un petit peu de pétrole qui part sur des convois de camions et puis des oléoducs un peu marginaux. Pour que ça baisse vraiment et que ça dure, il faut libérer le détroit d'Ormuz, il faut qu'il soit libre. Bon, c'est une bonne nouvelle à venir. Si on a un accord de paix, effectivement, c'est une bonne nouvelle, parce que c'est ça le nerf de l'affaire, hein, c'est l'hypothèse d'un accord de paix. Ensuite, la condition pour que les prix baissent, c'est qu'après l'accord de paix, Total accepte de renoncer à ses super profits. Parce que les prix n'ont pas augmenté uniquement par l'opération du Saint-Esprit. Et je rappelle que les prix ont augmenté avant même qu'on ait une rétention de pétrole au détroit d'Ormuz. Donc la condition de tout cela, c'est d'obliger Total à renoncer à ce super profit, soit de gré, soit évidemment par un décret qui plafonne les prix. Mais alors là, lui-même a déjà plafonné, on en revient à nos discussions Adrien Clouet, oui. Total Energy a déjà plafonné ses prix. Donc là, ça pour veut ses dire clients. Et à un niveau supérieur au début de la crise. Non, tout le monde y a accès. Après, c'est plus pour les clients. Mais oui. Pour ceux qui ont la carte ou je ne sais quoi. Et bien sûr, pour tous les autres, le plafonnement que vous indiquez, il est au-dessus du niveau d'avant-crise. Donc Total aussi a bel et bien augmenté pour absolument tout le monde le prix des carburants à la pompe. Donc ce que vous dites, c'est que... Alors, on va être concret. Est-ce qu'il y aura un retour à la normale, à la situation d'avant, ou du mois de janvier, on va dire, pour les Français, prochainement, si cet accord se fait, bien sûr? Moi, je le souhaite. Ça va prendre quelques mois. Parce qu'évidemment, il y a d'abord un effet, disons, de contrainte. C'est-à-dire, il y a eu plusieurs semaines de fermeture. Donc, évidemment, le temps qu'on réapprovisionne tout le monde, ça va prendre des semaines. Oui, ça augmente plus vite que ça ne baisse. Mais... Exactement. Donc, le jour où on arrive à la même importation qu'avant crise, eh bien, le seul sujet qui restera, c'est la marge qui est faite dessus. Et donc, je remets sur la table, notre idée à nous, les Insoumis, c'est qu'il va falloir, à mon avis, nationaliser les raffineries françaises pour être sûr de pouvoir contrôler le prix et faire en sorte que ces barils qui sont importés en France soient vendus au même prix qu'avant la crise. Parce que sinon, vous avez quand même plein de gens là qui se sont endettés, y compris pour aller bosser. Vous avez des entreprises, il y a plein de gens qui nous écoutent, qui sont dans le transport, la logistique, qui vont faire les marchés. Et bien, toutes ces personnes-là, parfois, elles ont dû prendre un crédit même pour payer en ce moment le carburant et l'essence. Il y en a d'autres, elles font plus de marge. Donc, si on veut pouvoir les faire respirer, il faut revenir au niveau d'avant la crise, pas juste au niveau d'il y a quelques semaines. Oui, c'est bien sûr. On parle bien sûr des niveaux d'avant la crise. Mais est-ce que ça ne valide pas quand même la stratégie du gouvernement qui a fait pendant pendant ce conflit des aides ciblées et temporaires? Non, puisque le gouvernement a payé du coup avec son propre budget. Si on avait bloqué les prix, le gouvernement n'aurait rien eu à payer, c'est-à-dire ni vous ni moi, et Total aurait juste pris sur ses marges, à partir du moment où le prix était bloqué. Si on gelait les prix à la pompe, c'était la question, il aurait fallu quand même rembourser les distributeurs. Mais non, mais sur le problème des marges. Si vous faites comme par exemple en Croatie ou en Grèce, c'est comme ça qu'ils ont fait le blocage des prix, vous bloquez le prix à la pompe et vous bloquez avec un coefficient par rapport à la raffinerie. Et vous dites que la raffinerie ne peut pas vendre le litre à plus de X, et du coup le distributeur, lui, il peut faire sa marge de 2-3 centimes. Je rappelle pour tout le monde que les distributeurs ne sont pas ceux qui se sont gavés, sont bel et bien les fournisseurs, à savoir Total Energy notamment, qui se sont absolument gavés sur la séquence-là. Donc bloquer les prix, c'était obliger Total à prendre sur ses marges, ses bénéfices et donc ses dividendes, plutôt que d'avoir une opération où vos impôts, les vôtres, les miens, servent à distribuer des chèques qui indemnisent l'actionnaire de Total qui se fait un fric de malade. Vous ne pensez pas quand même que là, ça nous aurait coûté pas plus cher de faire ça? Mais ça ne coûte rien de bloquer un prix. Forcément, on est obligé. Alors, comment ça marche? Vous avez un papier, il y a marqué décret République française au-dessus. Vous signez le décret, comme on l'a fait en 91 durant la guerre du Golfe pour bloquer le prix de l'essence. Parfois. Attendez, quand Total fait plus 40% sur son prix de vente, pardon, il y a beaucoup de marge avant de vendre à perte. Il n'y a pas que Total. Pour fournir les distributeurs aujourd'hui, si. C'est Total qui donne le là. Donc Total a fait une augmentation énorme. Ils ont même triplé le coefficient dans les raffineries. Donc c'est Total qui a gagné énormément d'argent dans cette séquence-là. C'est lui, vous l'avez désigné, vous le brocardez à chaque fois, c'est lui le mauvais. Hein. Attendez, les gens qui nous écoutent, ils ont quand même, tous les conducteurs doivent savoir, ils ont payé en moyenne 125 € à Total durant le trimestre dernier. Donc oui, forcément, je les brocarde un petit peu. Et qui d'autre dans cette séquence s'est enrichi à ce point-là? Qui a triplé les bénéfices et les marges nettes qui sont faites en France? C'est Total qui a triplé et qui a fait payer ça à tout le monde. Les salariés qui vont au travail, les entrepreneurs
qui ont besoin de financer un déplacement de leurs matières premières, etc., etc. C'est eux, c'est elles qui ont payé toute la séquence-là. Donc, si on avait bloqué les prix, et il faut toujours le faire pour revenir au niveau d'avant-crise, le seul qui aurait à payer une facture, c'est Total. Et pas une facture, il devrait baisser un peu sa marge. Moi, je pense que c'est très humainement demandable. Adrien Chloé, vous dites ça s'est déjà fait, ça se fait en France, mais c'est possible? Il n'y a pas eu d'effet pervers? Ben non, il n'y a pas eu. Durant la guerre du Golfe, on l'avait fait pendant 5 semaines. Il n'y a absolument pas eu d'effet pervers. Les gens ont pu effectivement continuer à aller travailler le matin, ils ont pu continuer à rentrer le soir, aller voir le médecin, etc. Toutes les activités pour lesquelles, quand il n'y a pas de transport en commun, il faut du carburant. Donc tout le monde l'a fait d'effet pervers à cette après sur époque-là. les finances publiques, sur un rattrapage, sur tout ça. Mais à nouveau, les finances publiques ne payent rien. Enfin, je veux dire, je ne sais pas comment expliquer. Pendant la crise de la Covid, on a plafonné les prix du gel hydroalcoolique et des masques. Vous êtes d'accord? On a dit on ne peut pas les vendre à plus de tel prix. Bon, l'État n'a rien payé. L'État a dit le prix maximum, c'est ça. Ça veut juste dire, vous n'avez pas le droit de vous faire des marges à 25, 30, 40, 50% au moment de crise. En fait, c'est ça que ça veut dire, on encadre les marges. Donc, ça ne coûte absolument rien d'encadrer un prix. Ce qui coûte, c'est de faire des chèques aux uns et aux autres, qui du coup permettent à Total de se faire ses super profits, et à vous tous ici, de payer avec vos impôts l'indemnisation des gens. Alors pourtant quand même, parce qu'on a noté une baisse de 11% de la consommation des carburants en avril. Oui. Elle a chuté encore plus fortement au mois de mai, c'était 14%. Oui. Donc quand même, il y a déjà des manques à gagner quand même. Mais est-ce que vous n'y voyez pas là aussi, d'un point de vue écologique, des bonnes habitudes de consommation qu'il faudrait peut-être encourager aussi? Non, parce que là, les gens, ils sont pris à la gorge et ils se privent. Cette baisse de 11 et 14% des dépenses en carburant, ça représente les gens qui ont dû négocier avec le patron. Est-ce que je peux faire un jour de télétravail? C'est des gens qui ont renoncé, par exemple, à aller chez le médecin. C'est des gens qui, dans leur entreprise, ont dû baisser la voilure. On dit, non, on fait sortir la moitié des camions seulement parce que ça coûte trop cher. Donc, c'est des choses qui créent des crises économiques, en fait, ce qui se passe là. En revanche, qu'il faille engager la bifurcation écologique, bien sûr, mais pas en privant les gens, en leur disant tu ne pourras plus sortir de chez toi. Il faut le faire, bien sûr, avec des transports collectifs, avec l'électrification du parc, avec une rationalisation de l'ensemble des transports. Moi, je viens d'une ville, Toulouse, où le niveau des embouteillages le matin est absolument terrible et les gens passent chaque année des dizaines d'heures coincés dans les embouteillages, en fait, à dépenser, à faire tourner le carburant et le moteur. Donc, c'est là-dessus qu'il y a des choses qui se jouent, mais il faut pas quand même rentrer dans l'idée qu'en tapant sur la tête des gens, en les privant, on ferait de l'écologie. On n'en fera absolument pas. On rendra les gens malheureux et on les appauvrira. C'est tout ce qui sera fait. Mais on le voit quand même, mais alors c'est pas la première fois d'ailleurs, mais on est très dépendant, notamment sur les hydrocarbures. On est très dépendant d'un conflit peut-être, ou alors d'une tension même sur les marchés. Là aussi, c'est peut-être un système à revoir. Tout à fait. Comment on sort par exemple de ça? Il y avait un sommet il y a quelques semaines, notamment hébergé par la Hollande et la Colombie sur l'après-pétrole. Il y a eu beaucoup de discussions qui ont eu lieu sur comment on électrifie le parc, comment par exemple on place tous les camions qui font du transport en France sur des trains. Vous savez, le fret qui a été totalement liquidé par la SNCF sous l'influence des gouvernements de droite successifs. Par exemple, aujourd'hui, vous avez des camions qui font de Perpignan à Bruxelles, qui traversent toute la France. On devrait faire du fret, par exemple. On économiserait beaucoup de dépenses en carburant. Enfin, ça, c'est là, des le choses gouvernement d'avenir. a lancé quand même un plan électrification. Sur les voitures, il y a un plan d'électrification, donc on attend de voir ce qui se passe. Parce Et que sur la si consommation même en général. Exactement. Donc on va voir si jamais ça a des effets concrets. Mais enfin, il faut poser la question, disons, de l'usage général du carburant et pas uniquement le voir par le petit bout de la lorgnette avec les salariés qui vont au travail le matin. Le sujet, c'est les camions. Le sujet, c'est la production dans un ensemble de secteurs. Par exemple, quand nous, on obtient à l'Assemblée nationale qu'on nationalise ArcelorMittal pour produire de l'acier vert, c'est aussi beaucoup de consommation qui est économisée, par exemple en passant à l'hydrogène pour produire l'acier. Donc ça, c'est des choses d'avenir. Il faut les poser de manière générale et industrielle. Il faut partir de la production et pas partir uniquement des transports individuels des gens. La nationalisation, je rebondis sur ce que vous dites, la nationalisation d'ArcelorMittal, est-ce qu'on a les moyens d'être concurrentiel par rapport à ce qui se passe dans le monde et notamment par rapport à la Chine? Eh bien, on n'a pas le choix même, parce qu'avec la réglementation qui est en vigueur, notamment en Europe, mais qui s'élargit dans le monde entier, on va avoir des conditions de plus en plus drastiques pour vendre de l'acier. Or, ArcelorMittal refuse d'investir dans les hauts fourneaux à Dunkerque pour transformer le haut fourneau et l'adapter à l'acier vert. Donc, si on n'avait pas nationalisé, comme le veulent les Insoumis, comme l'a voté l'Assemblée nationale 2 fois, eh bien, on pourrait bientôt plus vendre d'acier. Ça veut dire que tous les sites auraient fermé. Donc, si vous voulez sauver l'emploi, sauver les qualifications et engager la bifurcation écologique, vous avez besoin de la puissance publique. Par ailleurs, c'est pour ça qu'on propose aussi de nationaliser les raffineries de carburant. Vous nationalisez beaucoup de choses. Si non, vous arrivez au non, pouvoir. pas beaucoup de choses. Non, mais juste là où le privé ne fait pas bien le boulot. Je pense l'acier, je pense les raffineries, des endroits où on peut faire la bifurcation écologique, mais il faut investir. Et lorsque vous avez un actionnaire derrière qui vous dit « moi, c'est 25% de rendement dans les 6 mois ou rien », eh bien, vous êtes bloqué sur l'investissement. Et c'est là que la puissance publique doit reprendre la main. Adrien Chloé, député de la France Insoumise de Haute-Garonne, vice-président du groupe LFI à l'Assemblée nationale et l'invité des grands entretiens d'Europe 1 Info. On va parler de la présidentielle. Qu'avez-vous pensé du meeting de Raphaël Glucksmann qui est au coude à coude avec Jean-Luc Mélenchon dans les sondages?
Oui, un mot Pardon. peut-être. Bon, écoutez, j'ai un peu écouté des extraits. J'ai vu que M. Glucksmann, pour exister, tapait beaucoup sur Jean-Luc Mélenchon. Je pense que ça serait bien qu'il réserve un peu de ses coups sur l'extrême droite aussi. C'est quand même ça, normalement, qu'on fait à gauche. Et après, j'ai effectivement vu au premier rang à peu près tous les fantômes de la Macronie première, deuxième génération être là. Donc, c'est vraiment pas très rassurant. Adrien Clouet, avant de parler de 2027 et des sondages, je voudrais qu'on dise un mot de ce rapport parlementaire qui alerte sur l'influence des fonds d'investissement étrangers en France. C'est un constat qui a été révélé par Aurélie Trouvé, la rapporteuse de la commission d'enquête parlementaire. Aurélie Trouvé qui est députée LFI et que l'on écoute. Aujourd'hui, il y a un emploi sur 6 dans le privé qui, en fait, dépend de ces fonds. Il y a des entreprises d'armement, des entreprises de médicaments qui ont été accaparées par des fonds prédateurs étrangers. Il y a, par exemple, des cliniques, des maisons de retraite, des médias, des clubs de foot, des crèches. Je veux dire qu'il n'y a jamais eu, c'est hallucinant, aucun rapport parlementaire sur la question. Alors que je l'ai dit, ils ont pris une place dans l'économie hallucinante. Alors effectivement, on a l'impression que c'est le monde d'aujourd'hui. Les fonds d'investissement ont envahi notre économie, c'est ce qu'elle dit, et ils occupent une place systémique. Expliquez-nous en quoi c'est réellement problématique, Adrien Clouet. Oui, alors aujourd'hui, il y a des milliers d'entreprises uniquement financières, donc fonds d'investissement notamment, capital risque, etc., qui ont racheté des parts ou des entreprises partout. Vraiment, ça a été dit dans tous les secteurs, de la radiologie au vétérinaire, de l'industrie du verre à celle du pneumatique. Partout, la finance est reine. C'est pas tombé du ciel, c'est que depuis 2017, avec Emmanuel Macron, ils ont eu des cadeaux fiscaux à gogo. Alors plein de manières de projeter leurs charges, de réduire, d'avoir des déductions, etc. Mais légalement, mais dont bénéficie pas le petit fleuriste ou ma boulangère. C'est des trucs qui sont uniquement pour les très grands groupes financiers exclusivement, pas l'industrie. Donc ils ont eu des cadeaux. Et de l'autre côté, la BPI, donc la banque publique, a co-investi avec eux dans plein de secteurs sans aucune condition, y compris en acceptant des destructions de la production, des destructions d'emplois. On le voit dans plein de secteurs. Je prends peut-être un exemple, parce qu'il avait fait beaucoup discuter. C'est celui de Biogarant. Vous savez, entreprise de médicaments qui a plus de 1000 titres à son catalogue. Par exemple, les gens qui nous écoutent, ibuprofène, amoxicilline, c'est des choses qu'on connaît, antibiotiques ou autres. Donc, cette entreprise a été vendue à une boîte britannique, enfin un fonds, BC Partners, avec aussi de l'argent public de la BPI. Et cette vente a eu lieu sans aucune condition, sans aucune exigence sur l'emploi, sans aucune exigence sur les qualifications, ni sur la production en France. Et le fonds auquel on a vendu là, c'est un fonds qui a dit qu'il voulait au moins 20% de rentabilité. Vous vous rendez compte ? C'est-à-dire qu'on vend l'industrie du médicament à des fonds qui disent ce qui nous importe, c'est pas de produire des médicaments en France pour les gens, c'est de faire 20% de rendement. Et le jour où il n'y a pas 20% de rendement, eh ben, ils s'en vont. Et pour atteindre les 20%, on sait très bien ce qu'ils font à chaque fois. Ils détruisent la recherche et le développement. Du coup, on ne peut plus rechercher, on ne peut plus investir, on ne peut plus renouveler. Et à la fin, la boîte est tuée. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des effets bénéfiques ? C'est-à-dire qu'ils ont injecté de l'argent, j'allais dire, dans des startups, dans des entreprises qui n'auraient peut-être pas vu le jour, ou dans des initiatives qui n'auraient pas vu le jour si ces fonds d'investissement n'avaient pas existé ? Je ne pense pas. Pour prendre l'exemple qu'on disait ici, Biogarant est une entreprise qui faisait des bénéfices. Ça allait très bien. Simplement, la maison mère Sanofi a décidé de la vendre pour obtenir un peu de cash et investir ailleurs. Donc, ce n'est pas des entreprises qui vont mal dont on parle. C'est des entreprises qui vont bien, qui sont achetées par la grande finance, qui sont pillées, elles sont pressées comme des citrons jusqu'au bout. Et dès lors qu'il ne reste plus que la peau du citron, ils les jettent. Et ça, on l'a dans tous les secteurs, même des choses du quotidien. Peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui sont comme moi, qui ont un chat. Le secteur des vétérinaires, aujourd'hui, 1/3 des vétérinaires travaillent dans un grand groupe financiarisé. Vous vous rendez compte ? C'est-à-dire que lorsque vous faites soigner votre chien, votre chat, vous enrichissez des actionnaires, très souvent étrangers, juste parce que vous avez voulu vous occuper de votre animal de compagnie. Partout, on se fait ponctionner, il y a un impôt privé. Partout dans ce pays, dans la plupart des activités, la plupart des produits, des marchandises que vous payez à la grande finance. Et ça, c'est à cause de M. Macron et de ses politiques directement. Dernière question à ce sujet. Aurélie Trouvé, qui est la rapporteuse de ce texte, critique aussi le recrutement des hauts fonctionnaires par ces acteurs financiers. Mais il faut peut-être qu'on s'interroge aussi sur le pourquoi ils partent de la fonction publique pour aller dans ces fonds d'investissement. Alors je pense que ce n'est pas une question de rémunération, parce que la haute fonction publique, on est quand même très correctement payé quand on est haut fonctionnaire. Et ce qui se passe, c'est évidemment que la haute fonction publique est aujourd'hui un peu à l'aveugle. En Macronie, c'est-à-dire vous avez un président de la République qui vous dit que l'État est un problème, des ministres qui veulent juste supprimer des postes de fonctionnaires, donc déjà, vous avez plein d'agents publics qui ne savent pas trop ce qu'on attend d'eux. Ils n'ont pas de grands projets. Alors, moi d'ailleurs, je vais leur répondre. Si vous élisez Jean-Luc Mélenchon en 2027,
Sur le domaine du médicament, vous aurez un grand projet. C'est la relocalisation en France de tous les principes actifs nécessaires. Donc, toutes les personnes qui bossent aujourd'hui au ministère de la Santé, elles savent qu'il y aura une grande mission sur laquelle on pourra travailler toutes et tous ensemble. Si vous bossez au ministère de l'écologie ou de l'environnement et de développement durable, eh bien oui, vous aurez aussi des grandes orientations. On ira sur la bifurcation dans le domaine agricole, sur le retour des trains de nuit, dans le domaine des transports, etc. etc. Donc, c'est sûr qu'avec nous, la puissance publique, elle a des projets clairs. Sous Macron, eh ben, le seul projet qu'il a, c'est faire des économies sur l'appareil d'État. Donc, à partir de là... Il faut en faire aussi, visiblement. Vu nos comptes publics. Oui, mais ça dépend. Vous savez, il y a plein de fonctionnaires qui font un travail qui est très rentable. On a besoin de gens. Par exemple, on parle du domaine des transports. Eh ben moi, je pense que c'est utile et c'est rentable pour la nation de rouvrir des lignes de voies ferrées, de rouvrir du fret pour que les marchandises passent directement là plutôt que de polluer l'environnement avec des gros camions. Vous voyez, c'est des choses qui sont des choses d'intérêt général public. Éducation nationale, on a besoin de gens qui travaillent pour, par exemple, protéger les enfants. On a eu quand même des histoires récemment sur des formes de violences multiples à l'égard des enfants. Donc, on a besoin de protéger la jeunesse, de protéger l'environnement, de protéger la santé. Tout ça, c'est rentable. Il en faut plus des fonctionnaires dans ces domaines-là. Parlons de 2027 oui. Et des sondages, si vous le voulez bien. Écoutez la députée insoumise Mathilde Panot, puisque selon le dernier sondage OpinionWay pour le JDD, Jean-Luc Mélenchon ferait jeu égal avec Raphaël Glucksmann qui était en meeting ce week-end. Raphaël Glucksmann, ça ne nous concerne pas tellement, puisque Raphaël Glucksmann aspire à être Macron numéro 2. C'est pas la gauche pour vous, Raphaël Glucksmann et que nous aspirons à rompre avec la politique d'Emmanuel Macron. Donc vous savez, une élection ne se fait pas par des sondages, et vous n'aviez qu'à voir les images absolument extraordinaires du meeting à Saint-Denis avec 26 000 personnes. Elle se fait avec les Français et les Françaises qui se rendent aux urnes. Alors, les sondages qui donnent un jeu égal, dernièrement, donc, entre Raphaël Glucksmann et Jean-Luc Mélenchon. Et puis, à ce stade, en tout cas, toutes les enquêtes d'opinion donnent gagnant Jordan Bardella face à Jean-Luc Mélenchon en cas de second tour. Ce serait 68% pour Jordan Bardella contre 32% pour l'insoumis. Fébrilité ? Non, vous savez, durant les élections en 2024, dernière législative, il y avait 27 sondages sur 27 qui disaient que le RN gagnerait. Et puis en fait, ils ont perdu. Donc moi, je ne fais pas de la politique sur les sondages. Je fais de la politique parce qu'il y a un programme électoral, que je défends des valeurs, sur par exemple l'abrogation de la réforme des retraites, sur le remboursement intégral des médicaments, sur la transition écologique. Voilà, moi j'ai des valeurs là que je porte. Et aujourd'hui, de toute façon, c'est Jean-Luc Mélenchon qui porte l'ensemble de ces valeurs. Et les gens s'y trompent pas. Je veux dire, quand vous avez 26 000 qui viennent en meeting à Saint-Denis et quelques 2 000, 3 000 péniblement qui viennent voir M. Glucksmann... lui dit 4 000, mais... Bon, allez, on va être généreux. Et allez, même 5 000. 5 000, ça veut dire qu'on n'est que 5 fois plus nombreux que lui. Bon, donc, je pense que le plus grand nombre, il a tranché. Oui, et pourtant, justement, il n'est pas encore officiellement candidat. Il a fait un meeting... Il est toujours en congé payé, là, apparemment. Oui. Non, mais cela dit, il fait jeu égal avec Jean-Luc Mélenchon, qui, lui, est candidat, qui, lui, dans les sondages, justement, est capable de mobiliser, combien vous m'avez dit 26 000 personnes à Saint-Denis. Est-ce qu'il n'y a pas un problème ? Est-ce qu'il n'y a pas quand même une forme de rejet de Jean-Luc Mélenchon ? Bah non, puisque d'abord, il y a plein d'autres candidats de gauche qui sont testés de manière simultanée, et puis parce que M. Glucksmann est le candidat de la Macronie bis. Moi, j'ai un peu regardé, du coup, son meeting à M. Glucksmann. Je m'attendais à avoir du réchauffé. En fait, j'ai vu du recuit. Dire le premier rang. Non, mais attendez, le premier rang, vous avez qui ? Vous avez Marisol Touraine, alors ministre de François Hollande, qui a fait l'allongement des annuités pour la retraite à 43 ans. Vous avez Aurélien Rousseau, l'homme qui a écrit le projet de réforme des retraites pour Madame Borne. Vous aviez, Madame Carole Delga, évidemment, qu'on ne présente plus, qui était militante anti-Nouveau Front Populaire, qui a fait élire des députés d'extrême droite, parce qu'elle nous a mis dans les pattes des candidats qui n'existaient pas pour nous faire perdre à peu près partout en Occitanie. Pas forcément macroniste. Vous aviez Sacha Houlier, qui a fondé Les Jeunes avec Macron. Bon, je veux dire, quand vous avez ces gens-là qui vous soutiennent, en fait, il faut s'interroger. Allez, merci beaucoup, Adrien Clouet. Je rappelle